Marc, à toi la parole. Marc Bellache, je ne sais pas si on peut encore, si on doit le présenter, mais il le faut. Pédiatre gastro-entérologue à Robert Debré. Il nous fait le plaisir d'animer beaucoup de conférences et de sessions scientifiques au Maroc. Il a l'art d'enseigner, l'art de présenter des sujets. Et donc, Marc, à toi la parole. C'est avec un plaisir non dissimulé et une véritable émotion suite à la prière très touchante à laquelle j'ai rien compris, mais à laquelle j'ai adhéré complètement. Ça va être dur de passer après vous. Donc, je me sens marocain et donc entre frères, entre amis, on va essayer ensemble de naviguer sur les bons conseils, puisque c'est cela qui m'a été proposé. Je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Le premier conseil, c'est évidemment de se faire tester, toutes et tous, avec des résultats qui sont immédiats, en sachant que les enfants auront véritablement tous les outils nécessaires pour pouvoir se tester. En ce qui concerne les médecins, il faut être vigilant et faire attention à la manière de se faire tester, parce que ça peut éventuellement être douloureux, comme vous le voyez. Bien sûr, se tester, c'est pas suffisant, il faut se faire vacciner. Pour se faire vacciner, encore faut-il vacciner au bon endroit et la bonne personne. Vous voyez que celle-là, elle a mal, mais c'est le sein de l'autre qui est manifestement sujet à la vaccination. Et donc, j'aimerais qu'ensemble, on puisse réfléchir sur ceux qui sont contre la vaccination. Je vous propose cette phrase sans aucun parti pris, mais j'aimerais que vous l'ayez en tête et que vous puissiez la décliner. Je vous laisse lire. Donc une fois qu'on s'est vacciné, il faut évidemment s'adapter au nouveau paradigme du travail avec le télétravail. Tout le monde doit avoir maintenant un télétravail particulier. En ce qui concerne l'adaptation à la visio et au Zoom, voilà ce qui se passe. Et donc je suis très content d'être en direct avec les difficultés qui ont été les nôtres sur le Zoom. Toujours est-il qu'on est dans une atmosphère connectée. Regardez ce qui se passe au musée. Au musée. C'est incroyable. Alors je crois qu'il faut avoir un essor, il faut être intelligible, nous, médecins. Alors ce qu'il y a effectivement, c'est qu'il faudrait qu'on écrive un peu mieux et qu'on communique un peu mieux pour faire valoir nos spécificités. Mais sachez que l'anagramme de soigneur, c'est guérison. Et j'ai trouvé ça très joli. Donc arrêtons d'avoir une religion qui n'est pas la nôtre. D'accord ? Il faut avoir une polarité positive, même si positif en ce moment c'est pas très très bienvenu, et il faut se savoir qu'on a la chance d'être entouré de gens très intelligents. Et donc pour ça, il faut protéger nos enfants. Protéger nos enfants, ça veut dire leur expliquer les choses importantes. Expliquer par exemple ceci. S'ils posent des questions, il faut leur expliquer comment ça se passe. Puis il faut les expliquer, puis il faut aussi les écouter avec des paroles d'enfants en consultation qui m'ont fait sourire. C'est des enfants du 19e arrondissement à Paris. C'est vrai, la vérité sort de la bouche des enfants. Je ne sais pas si vous avez les mêmes problèmes de trafic. C'est vrai que dans l'histoire du monde, on n'est pas complètement en adéquation. Parfois, il peut y avoir des troubles familiaux quand on est dans une situation, on va dire, difficile. Mais c'est sûr que, comme le dit Julien, il y a une congruence. Et j'aime bien celle-là parce que, enfin, une ode à la calvitie. Donc la vérité sort de la bouche des enfants, on le sait, parfois c'est un peu dur, parfois c'est un petit peu dur, mais il faut l'écouter quand même.
Et donc, il faut essayer d'avoir cette entité un petit peu, et donc leur expliquer, les écouter et aussi les voir. Parce que quand on ne les voit pas, ça peut quand même poser des problèmes sur l'alimentation. Parce que je rappelle qu'on ne mange pas par l'oreille. Et il faut les protéger parce que spontanément, ils font des bêtises. Ils font des bêtises, donc il faut les protéger pour savoir où est-ce qu'ils vont plonger, où est-ce qu'ils vont aller, et qu'est-ce qu'ils ont fait, des pansements un petit peu particuliers. Et ce n'est qu'après cela qu'on va avoir la possibilité de donner des bons conseils dans la bonne direction. Une direction qui est fléchée, avec un Waze connu. Parfois, ça nous mène là où on ne voudrait pas aller, j'en conviens. Toutefois, il faut savoir prodiguer ces bons conseils. Le problème avec les conseils du médecin, c'est que médecin conseil, ça fait tout de suite médecin d'assurance. Et donc, comment faire pour proposer un accompagnement à l'instinct parental, expliquer à une maman et à un papa que être parent, il y a de l'inné, mais il y a aussi de l'adaptatif, et que, au même titre que les réactions immunologiques, il faut savoir les entourer de telle sorte que la balance TH1, TH2 soit équilibrée. Et donc, ces mesures dites hygiéno-diététiques, mais quand on dit hygiéno-diététique, ça veut dire qu'il y a une mauvaise hygiène. Et donc, il y a une connotation péjorative. Et puis, quand on dit des mesures, quand on dit, attention, on va prendre des mesures, c'est quelque chose de réprobateur et quelque chose qui est avec une action dévastatrice. Je n'avais pas compris très bien pourquoi Khalid m'avait demandé ça, et en le suivant hier dans un périple, puisqu'il fait déplacer les médecins effectivement du centre de Tanger à la périphérie, mais aussi les médecins qui viennent gentiment, il leur fait faire le tour pendant toute la journée alors qu'ils sont complètement épuisés. C'est parce qu'il faut savoir que l'ancêtre de la commission d'hygiène à Tanger, c'était monsieur Perdicaris, et donc on a été dans ce beau jardin pour voir qui a été enlevé. Il a été enlevé par un shérif. Pour moi, le shérif, il faisait la loi. Ben là, non, il est hors la loi, donc tout le monde voulait être shérif. On a appris qu'Hassan, à ce sujet, était shérif, et donc on veut tous prendre la place du shérif à la place du shérif. L'histoire du calife, c'est vraiment complètement obsolète. Nous voulons effectivement être toutes et tous shérifs. Ces bons conseils, il faut les faire sur des pathologies. J'ai pris les pathologies les plus fréquentes que j'ai vues la semaine passée pour vous livrer ce que j'en pense. Firmin a... Vous avez fait le diagnostic. Donc Firmin a un frein. Quelle est la première question à lui poser? Parce que la mère a dit, il ne mange pas bien, coupez-lui le frein. Et quand on coupe le frein et qu'on est en voiture, c'est embêtant quand même. Quelle est la première question qu'il faut poser? Est-ce que l'enfant est allaité au sein ou pas? Car aucune publication, aucun intérêt à couper le frein de langue chez un enfant qui est au biberon. Pourquoi? Parce que, j'espère qu'on voit bien, parce que l'allaitement maternel se fait grâce à une protraction de la langue pour essayer de jouer avec le mamelon et d'arriver à faire en sorte que celui-ci éjecte le lait de cette manière. Regardez pas tous, ça n'a aucune connotation. Il faut vraiment être à l'aise pour faire ça. Alors que le biberon, on fait quelque chose qui est de cet ordre-là. On n'a pas besoin de la langue. Et donc, beaucoup de mamans disent « coupez le frein ». Il est au biberon, pas besoin. Deuxième élément, c'est de voir, en Australie ça a été chiffré, 420% d'augmentation de frénotomie. C'est
quand même énorme, alors c'est vrai. Hein. Donc, que dit la Cochrane Database par rapport à ça? Quels sont les bons conseils? Eh bien, c'est de savoir que quand le frein est coupé chez les enfants qui allaitent leur maman, eh bien, les parents trouvent que le bébé allaite mieux, sauf que quand on prend les scores d'évaluation et la prise de poids, c'est identique, vous voyez. Vous connaissez la statistique, quand ça croise la ligne, c'est que ce n'est pas significatif. Ça fait un peu moins mal au sein quand il y a la frénotomie, mais il n'y a pas d'études positives avec l'alimentation au biberon. Il faut surtout éviter les massages, parce que je ne sais pas si cela est prescrit, mais en France, on va d'abord chez l'ostéopathe, ensuite chez l'orthophoniste, avant qu'il y ait la frénotomie qui soit faite. Ceci est une hérésie, ça peut complètement, au contraire, aggraver les difficultés alimentaires ultérieures. Heureusement que l'Académie nationale de médecine, en avril 2022, vous voyez, c'est complètement up-to-date, a bien recadré les choses et d'expliquer que c'est uniquement en cas de difficulté d'allaitement quand on a bien fait une évaluation clinique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle est la première cause de défaut ou de difficulté d'allaitement maternel? C'est la position du bébé. La position du bébé, vous comprenez que quand il est comme ceci ou comme ceci, il est beaucoup trop loin du mamelon pour pouvoir arriver à s'allaiter tranquillement, et que cette position n'est opportune que quand on a à la fois les lèvres retroussées et qu'on a cette langue qui peut recouvrir la gencive inférieure et donc masser par reptation le dessous de l'aréole. Donc si vous n'avez pas le nez éversé et la lèvre retroussée, vous n'allaitez pas dans de bonnes conditions. Et voilà ce qui se passe. C'est simple. Le frein n'a rien à voir là-dedans. Deuxième élément, ça m'est arrivé, une maman, et ça ne vous est pas arrivé en consultation, une maman qui vient, et à ce moment-là, le bébé, sans jouer forcément, prend la tétine et la jette par terre. Et la maman regarde la tétine, regarde le bébé, vous regarde la tétine, regarde le bébé, et elle se dit, je fais quoi comme ambiance ? Je la mets dans le sac, mais le bébé va pleurer. J'essaye de trouver un lavabo, je ne sais pas. Je ne vais pas lui mettre du pchit gel hydroalcoolique, c'est pas possible. Peut-être je la suce, mais devant le docteur quand même. Heureusement que les Danois nous ont fait cette belle étude, montrant que, en comparant 3 groupes, d'enfants, des enfants qui sont nés par voie basse, avec des mamans qui, à chaque fois que le bébé laisse tomber la tétine, la sucent de manière, on va dire, ardue et volontaire, versus les enfants qui sont nés par césarienne et les mamans ou les papas qui sucent la tétine, versus les les bébés qui sont nés par césarienne et qui, à chaque fois que la tétine tombe, eh bien, la boue avant de la reproposer au bébé. Eh bien, les résultats sont tout à fait spectaculaires en ce qui concerne le taux de sensibilisation allergique, à savoir un taux statistiquement significatif et d'eczéma, et d'asthme, et de sensibilisation avec les tests cutanés, ce qui veut dire que si on prend les choses de manière générale, rien ne vaut l'accouchement par voie basse plus la tétine sucée violemment par les mamans avec leur microbiote buccal pour éviter l'allergie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes, mais en tout cas, en ce qui concerne l'atopie, suçons les tétines, soyons sales, trop de propreté peut-être nuit. Effectivement, on a une petite augmentation de muguet ensuite, mais enfin, le muguet, ça porte bonheur.